Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Tailgate, l'émission 100% football américain NFL des équipes de The Free Agent. Et oui, ce soir c'est Yaya, Flav est absent, il a besoin de se reposer, il est au four et au moulin. Donc on fait un grand coucou amical à Flav qui présente de main de maître depuis moult semaines. Donc écoute Flav, repose-toi, on prend la barre. Et oui, en plus, on va parler d'une équipe que tu adores, que tu aimes surtout chambrer, mon cher Flav. C'est la plus grande franchise de la NFL, en toute objectivité, bien entendu. C'est les Giants de New York. Et qui de mieux pour parler des Giants de New York que mon bro new-yorkais, mon go-to guy, j'ai envie de dire, mon compagnon de route avec les Giants. J'ai nommé Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Salut Yaya, bonsoir à tous, bonsoir à Jean, et bien sûr, écoute, c'est super, bonsoir à tous nos agents libres aussi, qui ne sont plus depuis qu'ils ont signé leur contrat avec nous. Ça va, effectivement, on va parler d'une franchise, alors je pense que tu t'es enflammé un peu sur la meilleure franchise de la NFL, historiquement. Après, sur l'année 2024, on va voir, on va justement en parler, mais c'est sûr que là, c'est un thème qui me fait plaisir, et on va garder toute objectivité pour que ça soit le plus informatif possible pour nos auditeurs. Alors l'objectivité, on sait que quand on parle des Giants, je ne sais pas ce que c'est. Et Seb n'est pas là non plus. Et il va être remplacé par un rookie. Il nous a amené les cookies et les donuts. Il porte nos sacs à dos et il porte tous les équipements. C'est Jean. Salut Jean, comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très très bien. Je suis honoré de faire ma rentrée tel Malik Nabers dans cette belle équipe des Giants. Donc tu cours vite, tu attrapes les ballons, donc c'est très bien. Donc toi, tu fais donc premier podcast avec nous. Tout à fait, premier podcast. Bon, écoute, on va essayer d'être gentil avec toi. Alors, autant te dire que Bertrand le sera. Moi, peut-être un peu moins, mais ce sera toujours gentil. J'ai vu ça. Juste pour qu'on puisse te découvrir, c'est qui ton équipe préférée, toi ? Alors moi, je représente la meilleure équipe actuelle depuis 2 saisons, celle qui vient de faire un back-to-back. Les Giants ? De Kansas City. Non. Les Kansas City Chiefs. Ok, très bien. Écoutez, avant de commencer, de rentrer plein fer sur les Giants, on va rappeler comment nous suivre. Alors, la première façon, c'est de nous suivre sur les applis de podcast. Et c'est simple. Vous nous suivez, vous likez, vous donnez des étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. N'hésitez pas à aller nous donner de la force. Plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Et plus meilleures les notes seront, mieux on sera référencé. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et venir discuter avec nous. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les traditionnels, X, Facebook, Instagram, TikTok, mais également Twitch et YouTube. Et surtout, depuis quelques semaines, on a le Discord communautaire. Donc, venez discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir que vous viendrez discuter dans la bienveillance avec nous. Et enfin, pour nous suivre, vous pourrez venir suivre l'actualité de tous les sports américains, parce que The Free Agent, c'est 4 sports américains, voire plus, quand il y a le soccer, la Major League Soccer en même temps. C'est donc le foot américain, avec des articles qui sortent régulièrement, la NBA, qui vient de finir, mais il y a une off-season qui va pas tarder à commencer, la NHL, c'est en cours, et la saison de baseball. Donc n'hésitez pas à aller suivre le site internet, et encore mieux, allez télécharger l'appli TFA pour suivre toute votre actualité. Vous mettez des pushs, et dès qu'il y a une actualité sur votre équipe de cœur, par exemple les Giants pour Jean, vous recevez toute l'actualité. D'ailleurs, toi, tu rédiges quelques articles ? Moi, je suis beaucoup porté sur le football américain, donc tout ce qui va être NFL et un petit peu ELF, parce que j'ai la chance pour TFA de me rendre au stade Jean-Bouin. Ça serait la plupart du temps mes articles que vous allez lire, donc n'hésitez pas à les lire, ça me fera beaucoup de vues.
Eh ben très bien. D'ailleurs, oui, le podcast ELF, tous les mardis matins avec Flav et son équipe. On passe le bonjour à Wake, à Mathieu, à Kevin. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Julien et l'ensemble de la Red Army qui se relaie pour venir discuter avec nous. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé un podcast sur l'équipe NBA sur la WNBA. Donc, c'est Chris et Tom qui mènent ça de main de maître. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir le basket WNBA. On a fait le tour. Mes chers amis, les Giants, cette off-season pour les Giants, on va faire un point sur ce qui s'est passé la saison dernière. 6 victoires, 11 défaites. Une équipe qui était là au début pour confirmer la bonne saison d'il y a 2 ans, Bertrand. L'année dernière, ça a marqué un coup d'arrêt ou c'était juste que le calendrier était difficile et le front office a dû faire des choix? L'année dernière, en soi, je pense qu'en fait, on a eu, comme tu as dit, une facilité de calendrier dans 2022 qui a permis de tromper un peu la valeur réelle de l'équipe. En soi, on a Daniel Jones qui a brillé d'ailleurs sur le fait qu'il ait pu obtenir un contrat qui a fait beaucoup parler, sûrement qu'on en reparlera tous ensemble après. Et donc, il a attaqué la saison avec donc on va dire, une équipe qui, sur le papier, comme toujours, avait les mêmes faiblesses sur la ligne offensive, postes sur lesquels Joshen et Brian Dabble n'ont pas pu mettre l'accent comme ils le voudraient parce qu'ils devaient nettoyer un peu ce que Dave Gettleman, l'ancien general manager, avait laissé comme passif. Donc comme passif, je veux dire, c'est les contrats toxiques de Kenny Golladay, le receveur de l'époque, Oui. ainsi que d'autres joueurs, donc avec de la dead money. Donc pour expliquer à nos auditeurs, la dead money, c'est l'argent qui est laissé par le contrat même si le joueur s'en va, et qui donc impacte, on va dire, le salary cap de l'équipe. Donc mis tout bout à bout, bien l'équipe, je pense que malgré le sérieux de Joshen et du coach Brian Dabble. de toute façon, sur ces 2023, des années de nettoyage de salary cap. Donc, si on revient sur le terrain, on a dû composer, je dirais, une ligne offensive compliquée et des receveurs qui étaient toujours manquants à l'appel, avec un Darius Slayton qui a été, on va dire, l'un des seuls à surnager autour de 700 yards maximum à la réception durant toute l'année, comme receveur numéro 1. Donc, c'est quand même là que le bas blesse, c'est là que tout a pesé, et c'est là que le problème a été la plus importante. C'est quand même en attaque, c'est ça qui nous permet de marquer des points. On était très loin du niveau d'un Patrick Mahomes et des Chiefs au final. Voilà, donc comme je te disais, mis tout bout à bout, bien, on a une équipe qui a surnagé avec une défense qui, elle, avait ses playmakers qui étaient là, mais qui ne peut pas tout faire sur le terrain. Donc, on a une étincelle en 2022, mais 2023 a remontré de nouveau les faiblesses qu'on a pu avoir. Ok, merci Bertrand. Toi, Jean, comment tu as vu la saison des Giants, toi? Ou est-ce que tu les as suivis ou puisque tu aimes le foot, donc Oui, non, moi je les ai. Alors après, je vais pas mentir, c'est pas ma conférence déjà, puis donc et encore moins ma division. Après, ils sont pas non plus dans la division la plus facile. Il y a quand même les Eagles qui étaient sortants du Super Bowl la saison d'avant. Il y avait aussi les Cowboys qui ont fait une super saison. Donc c'était pas non plus rien que pour les match-ups déjà, ça a été compliqué. Après, bon. Alors là, c'est le moment où, avec Bertrand, on parle des Cowboys. Les Cowboys, c'est une équipe qui est toujours très forte en saison régulière, et puis arrivent les playoffs où c'est le trou noir. Bref, vas-y. Non, c'est vrai que les Cowboys, il y a un beau Ah oui, j'ai oublié de préciser à nos amis auditeurs qu'il y aura beaucoup de trolls. Non, et donc après, les Commanders bon, comme depuis plusieurs saisons maintenant, c'est assez compliqué pour eux. Donc rien que déjà pour les match-ups, c'était assez compliqué pour eux. Après, derrière, les playmakers enfin,
quand je dis derrière, c'est en défense. Les playmakers ont essayé de surnager, mais quand on marque pas de points, c'est compliqué. Et Saquon Barkley n'a pas pu tout faire non plus, donc malheureusement, mis bout à bout, je rejoins Bertrand, ça fait compliqué. Ouais, tout à fait. Effectivement, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes et une à relever parce que ça s'est beaucoup moqué des Giants dans le podcast, gentiment, hein, mais effectivement, c'est l'an 2 d'une saison. Alors, il y a eu une saison effectivement précédente, la saison 2022, qui était un peu surprise, avec des victoires qui ont été un peu surprenantes. Mais cette année, la saison passée, c'était une saison, on va dire, un peu plus conforme, avec beaucoup de choses à absorber, beaucoup de contrats à absorber, beaucoup de dettes monnaie, et qui fait que ça a été beaucoup plus compliqué, et il n'y a pas pu y avoir d'investissement, de vrais investissements. Si on rajoute à ça, comme il y a eu une bonne saison et un tour de play-off passé, ça veut dire que tu choisis aussi beaucoup plus loin à la draft. Et tu te retrouves avec un Jalen Hayat, alors que ce que tu avais vraiment besoin, c'était peut-être encore mettre le paquet sur la ligne offensive, puisque c'était le gros chantier à prévoir. Vous avez parlé aussi de la défense. Bertrand, toi, comment tu as jugé la défense, sachant que ça a été un peu les montagnes russes tout au long de la saison? Globalement, on est resté sur Wink Martindale, le defensive coordinator qui venait des Baltimore Ravens. On repartait avec lui pour une saison. On sait comment la manière dont il joue. C'est un coordinateur agressif dans le sens du terme, où il blitz énormément pour pouvoir avoir récupéré le ballon, ou tout du moins mettre la pression, et peu importe le niveau d'équipe qu'il est en face. Donc effectivement, c'est une technique de défense qui prend beaucoup de risques, et donc qui prend beaucoup de risques avec des équipes faibles. On l'a vu sur les Commanders, où on a gagné les 2 matchs de saison régulière. Donc face à des Commanders, vous avez moins de pertes. Maintenant, face à des grosses équipes, cette prise de risque n'a pas été salvatrice, puisqu'on a pris énormément de points, on va dire aussi, durant toute l'année face aux Cowboys. Je prends cet exemple-là, ou les 49ers, ou les Dolphins. Bon, vous voyez, hein, j'énumère des équipes qui, de toute façon, étaient sur le haut du pavé durant toute la saison dernière, et qui le seront encore cette année. Donc, voilà, cette prise de risque n'a pas pu apporter ce qu'il fallait. Maintenant, on a eu aussi des joueurs tels Kevin Thibodeau, qui n'a pas eu la production qu'il avait pu avoir lors de sa saison rookie. On avait aussi du côté comment on appelle ça, du backfield défensif, je ne sais plus son nom, ça ne me revient plus, mais tout du moins... Non, le cornerback, mais Baker, DeAndre Baker, qui vient d'arriver. Non, pas DeAndre Baker, mais c'est pas grave, hein, je suis navré. Et en fait, qui n'a pas eu la production qu'on attendait. D'ailleurs, Deontay Banks, là, est arrivé, a pu, tout du moins, déjà sur sa première année, faire beaucoup mieux que ce qui avait été fait auparavant. Donc voilà, je veux dire, c'était encore une saison mi-figue, mi-raisin, et on avait surtout, ce qui était plaisant de voir, au-delà du fait d'un joueur comme Dexter Lawrence II, qui a été le joueur qui a permis, comme d'habitude, par rapport à ses performances, de sortir du lot, de faire, de vraiment faire le gros point de fixation, et d'attirer au moins 2 joueurs de ligne offensive pour pouvoir mettre la pression, parce qu'il faut bien ça pour tenir le bonhomme. C'est surtout les surprises de Bobby Okereke et Micah McFadden au niveau des linebackers dans la partie centrale et à droite, qui ont permis à la surprise générale de tenir une défense et d'avoir quand même un tant soit peu de bons résultats. Ça a permis d'amener 6 victoires. Bon, maintenant, c'est largement pas suffisant, évidemment, pour prétendre, on va pas revenir sur leur saison, mais pour prétendre à autre chose que 6 victoires et 11 défaites. Mais ces deux-là sont la bonne surprise, et je l'espère qu'ils seront aussi en 2024, puisqu'on les retrouvera dans l'effectif défensif. Ok. Tu parles, Bertrand, des inside linebackers. Jean, comment toi tu vois l'évolution de Kayvon Thibodeau, qui était notre serial sacker, quasiment, qui était le edge rusher, qui
normalement sur la saison devait pas être seul, mais finalement s'est retrouvé un petit peu tout seul. Bah, justement, moi, je voulais rebondir sur ce que Bertrand vient de dire, sur sa saison rookie, parce que justement, ça m'a intrigué, donc je me suis mis les stats devant les yeux. Sur sa saison rookie, il a 43 plaquages, mais il est que à 4 sacs. Alors que là, sur la dernière saison, il est à 48 plaquages, mais il a fait 11,5 sacs. Donc, Ouais. sur la saison rookie, j'ai plus en mémoire qui était vraiment avec lui, mais en tout cas, sur la dernière saison, s'il a augmenté à tel point en nombre de sacs, c'est que ou lui-même a step up et donc il a pris plus de responsabilités, et c'est sans doute le cas d'ailleurs, et donc il s'est dit, bah, je dois aller faire plus de sacs, mon équipe elle a besoin de moi. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il était moins entouré et qu'il s'est dit, si moi je me bouge pas les fesses, bah, personne va le faire, et il s'est retrouvé face à ses responsabilités, en fait. Mais en fait, il y avait Aziz Ojulari qui a été blessé une grosse partie de la saison et qui aurait pu être la seconde menace arrivée, donc que ça arrive. Les matchs où ils étaient tous les deux présents, Kevin Thibodeau s'est vraiment amusé avec les lignes offensives adverses. Donc tu as raison, 11 sacs et demi, ce qui est plutôt une bonne performance, et il vise le record de Michael Strahan. En soi, je veux juste apporter un élément d'information aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est beaucoup réveillé en deuxième partie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute la première partie, on a même vu des images où le joueur paraissait un peu excédé par rapport à la situation. Peut-être que lui ne se retrouvait pas de nouveau dans ce que Wink Martindale pouvait proposer. Et au final, on a un joueur qui a plus performé sur la deuxième partie de saison, où d'ailleurs, on va pas se mentir, au moment où les choses étaient un peu faites aussi du côté des résultats, où on s'attendait pas à une qualification en play-off, et où peut-être lui s'est même libéré. Mais je peux dire, ça n'a pas été linéaire. Je pense qu'il a fait la plupart de ses sacs sur les derniers matchs, et au final, ça n'a pas été linéaire tout au long de la saison. Donc, c'est pour ça, en soi, que je suis un peu déçu de ses performances et que j'attends quelque chose de plus de régularité tout au long de la saison. Mais toute l'équipe a été un petit peu meilleure en milieu de saison, et ça vient aussi de l'adversité, parce que quand tu commences par Dallas et comment il s'appelle, et les Niners, les Buffalo, où tu perds un match où tu dois pas perdre, en fait c'est un peu en trompe-l'œil. Tu gagnes des matchs que tu dois pas gagner, mais tu perds des matchs que tu dois pas perdre. Moi, je trouve que la saison, au final, le bilan de 6-11, on le regarde comme ça aujourd'hui, mais si tu fais un 8-9, c'est pas déconnant non plus, compte tenu de la saison. Oui, il y a des matchs qui ont été perdus à des moments où il fallait pas. Moi, je me souviens du 26-25 quand même. Bon, c'était un peu plus sur la fin aussi, mais malgré tout, face aux Rams, il y a un ou deux matchs qu'on aurait pu prendre en plus. Mais je veux dire, c'est pas ça qui change la facette de l'équipe totalement. On a été dépassé par les plus grosses écuries, et de loin. Ce qui était plus dommageable, c'est qu'on prenait vraiment des valises. Du 40 points face aux Cowboys, du 30 points passés, bon, même si les 49ers étaient habitués à ça, de mettre 30 points à tout le monde. Voilà, je vais pas tout refaire, mais on a gagné contre ceux qui on devait gagner. On aurait pu faire mieux face à des équipes si aussi la chance était un peu de notre côté, parce qu'on va pas mettre tous les mots uniquement sur le niveau des joueurs, mais c'est sûr que bon, on peut dire ce que l'on veut de Daniel Jones. Le bonhomme, il se fait les croisés la 9e ou 10e semaine de compétition. Bon, voilà, ça n'aide en rien, et on retrouve donc une instabilité de quarterback avec une parenthèse Tommy DeVito qui nous a bien fait rire, où il a quand même eu 2 ou 3 bons matchs, et puis on est revenu après sur du plus classique avec du Tyrod Taylor, une soupape de sécurité au quarterback. Donc voilà, mis tout bout à bout, c'est l'instabilité, le niveau, ça fait une saison à 6-11, quoi. Ouais, juste une chose, 31e attaque en termes de passes, 16e en termes enfin, à la course, et 30e attaque en termes de points. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu une ligne offensive qui a été extrêmement poreuse, pour pas dire autre chose.
C'était les portes du saloon. Donc du coup, effectivement, avec des quarterbacks qui n'avaient pas le temps pour lancer, des blessures sur les quarterbacks liées à tout ça. Ok. Du coup, à la fin, il y a eu, fin de saison, début de la nouvelle saison qui a commencé, il y a eu des changements. Parce que c'est bien de parler de ce qui s'est passé avant, mais on va parler maintenant de la saison à venir. Avec notamment, on va en parler, donc Brian Daboll qui reste au coaching, Mike Kafka qui était le coordinateur offensif. Tu as connu Mike Kafka, toi, en tant que fan des Chiefs, puisque c'était l'entraîneur des quarterbacks du côté des Chiefs. Et en fait, exit Wink Martindale. On sait qu'il y a eu des tensions sur la ligne avec Brian Daboll. Et du coup, ça dégage. Et c'est l'arrivée de Shane Bowen qui arrive depuis les Titans. Et après, Michael Gabriel qui prend les équipes spéciales. Vous, les gars, comment vous voyez ces changements dans le coaching staff ? Je t'en prie, Jean. Moi, personnellement, c'est pas forcément des noms que j'ai plus que ça vu ou plus que ça entendu. Maintenant, moi, au-delà des coachs, je pense que c'est surtout faire en sorte que les coachs arrivent à faire adhérer les joueurs au projet, et notamment au rebond qu'il va falloir avoir après la saison passée. Mais sinon, les coachs plus que ça, on va surtout, moi personnellement, je vais surtout en apprendre beaucoup pendant la série Hard Knock, mais sinon, les coachs plus que j'ai pas, pour le coup, j'ai pas un avis tranché là-dessus. Ok, toi, Bertrand ? Moi, tu me connais, hein, j'ai de la vie, hein, non, n'hésite pas. ça va y aller. Hein. Alors, je dirais pour le coup, il fallait faire quelque chose de toute façon. En soi, parce que tu as cité justement Shane Bowen au niveau du coordinateur défensif, très bien, et on y reviendra dessus. Mais je pense que l'élément principal sur lequel il faut appuyer aussi, c'est l'arrivée du coach de ligne offensive, Carmen Bricillo, des Las Vegas Raiders, qui vient remplacer Bobby Johnson. Enfin. Qui était là depuis un moment déjà d'ailleurs. On s'est toujours demandé, mais comment est-ce possible que cette franchise ne comprenne pas qu'il y a quand même la base de l'équipe, qui est donc la ligne offensive, qui pour moi, chacun après a sa façon de voir les choses sur le jeu, mais qui pour moi est la base de toute réussite dans une franchise de toute façon, puisque tout le reste découle du jeu qui peut être développé. Donc, qu'on n'ait pas appuyé là-dessus depuis plus longtemps. Alors, après, pour pas trop m'étaler, mais globalement, il y a eu la draft de Evan Neal et sa production, malheureusement, qui n'a pas donné ce que l'on escomptait aussi. Mais bon, est-ce que ça n'a pas donné ce que l'on escomptait à cause des Bredesen, des Glowinski, des John Michael Schmitz qui était encore dans sa saison rookie, qui n'a pas foncièrement non plus donné. Donc, voilà, le potentiel d'un joueur ne peut pas se faire tout seul. Il se voit que si ses comparses à côté sont du même niveau, voire du niveau plus haut. Donc voilà, mis tout bout à bout, c'est surtout cet élément-là. On a laissé 85 sacs aux adversaires défensifs, donc 85 sacs, c'est beaucoup trop. On est classé 30e par rapport à sur les pass blocking, au niveau du rating. Donc, à un moment donné, c'est sûr, il fallait faire quelque chose. Donc, il est certain que on espère de Bricillo qui va redresser cet élément-là. Et je ne sais pas si on en parle maintenant ou si tu préfères après, justement au niveau des joueurs qui sont arrivés, Eloué Monor et John Runyan, l'un des Raiders, l'autre des Packers. Voilà, ils ont été chercher des joueurs qui se blessent peu, parce que ça aussi, peut-être qu'on y reviendra dessus, mais c'est quand même un point essentiel de notre effectif, c'est que on peut dire que c'est la pelouse du MetLife Stadium, éventuellement, on a quand même des joueurs qui sont souvent blessés. Donc on a senti du côté de Joe Shen et Brian Daboll de s'orienter vers des joueurs qui sont sûrs et qui font des saisons à 16-17 matchs d'office. On peut regarder John Runyan et Léonard, ils n'ont pas été absents pendant ces dernières saisons. Ils sont là.
On l'espère toujours, on n'espère pas le syndrome MetLife Stadium, mais ils ont appuyé là-dessus. Plus le fait de la connexion pour Eluemunor avec Brice Hilo sur le fait qu'il est joué aux Raiders, je pense que ça a joué également. Donc, ils essaient de retrouver une certaine cohésion. Il faudra voir aussi avec Evan Neal s'il ne switche pas avec Eluemunor sur le poste de garde tackle, puisque pour le moment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Maintenant, si on prend factuellement, si on a Andrew Thomas, en santé, John Runyan, John Michael Schmitz, Eluemunor ou Evan Neal sur l'autre garde, et enfin ou Eluemunor et Evan Neal sur le dernier tackle à droite, c'est une ligne qui, sans blessure, peut permettre enfin, et si Daniel Jones revient en bonne forme, de développer un peu de jeu. Ok. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, mais Andrew Thomas a été blessé une grosse partie de la saison. Et bizarrement, la série de victoires, ça a été quand il était là. Oui, aussi. C'est vrai qu'il y a des playmakers qui peuvent être importants. Voilà, Andrew Thomas, qui est qui est le left tackle, on sait à quel point c'est un poste important. Pour revenir à Evan Neal, effectivement, il n'est pas accompagné. C'est un joueur qui était drafté en sixième choix, la première draft de Josh Shine. On attend de voir ce que ça va donner. Il est un petit peu tôt pour tirer un trait sur lui, et est-ce qu'on va le faire passer effectivement au poste de tackle? Je suis d'accord avec toi. Ok, d'autres choses à dire sur ça? On peut passer à ce qui a été fait dans la free agency? Ouais. Ou dans la période des transferts, l'arrivée notamment de Brian Burns. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Moi, je pense que c'est une bonne. Alors, c'est une bonne chose. Je m'étais sorti ses stats. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il reste sur 8 sacs la saison passée avec les Panthers qui sont pas la meilleure défense de la ligue. Donc, moi, je pense que ça va faire justement un bon complément avec Thibodeau, sachant que lui aussi est linebacker, donc ça peut être intéressant. En plus, plutôt jeune, dans le sens où c'est pas un vétéran, donc il y a encore des années derrière sur lesquelles ils pourront travailler avec lui. Il a que 26 ans. Ouais. Donc, il a que 26 ans, mais il a déjà 6 ans, ça fait déjà 6 ans qu'il est dans la ligue. Donc, je pense que c'est justement ce profil-là de joueur qui est à la fois expérimenté, mais pour autant, avec qui on va pouvoir compter pendant plusieurs années. Il a été rarement blessé. Donc, je reviens aussi sur ce qui a été dit avant. Moi, je pense que ça va être un bon complément. C'est très intéressant et je pense qu'il va d'ailleurs, c'était le site de la NFL qui disait qu'il fallait le suivre. Donc, c'est que ça va sûrement faire un bon match avec notre ami Thibodeau. Ouais, carrément, ça peut être un sacré duo. Également, ce qui est à noter, c'est des départs. Il y a eu quelques départs, notamment Saquon Barkley, sur qui l'attaque reposait. Et surtout, j'ai envie de dire, ce félon va chez nos ennemis tout de suite de Philadelphie. Alors après, on peut pas lui en vouloir. Hein. Il va à Philadelphie. Il a fait la fac de Penn State en Pennsylvanie. Il retourne en Pennsylvanie. Toi, comment tu as vu ça, Bertrand? En fait, sur le premier abord, on est comme tout le monde. Quand on est fan des Giants, on se dit, voilà, l'ennemi juré, sachant qu'il y a 3 rivaux de division. Si je les classe pour moi, après, peut-être que Yaya, tu as différemment au niveau de la classification des rivaux. Mais pour moi, il y a les Eagles en premier, les Cowboys et puis les Commanders. Bon, voilà. Il part en criant son amour toute la saison pour les Giants, et dans les 2 ans, on sait que c'est un business, et puis le bonhomme s'en va en partant dans la pire franchise qui pouvait être, les Eagles. Bon, on peut pas, si après on ressort uniquement, si on sort de l'aspect émotif de fan, et qu'on fait juste une analyse, on a envie de dire, il a eu raison. Il a eu raison parce que on lui offre une possibilité d'être sur une dernière ligne offensive, même sans Jason Kelce, beaucoup plus performante, d'être entouré déjà d'une équipe qui est potentiellement super bowlable, si je puis dire les mots ainsi, tout de suite. Maintenant, voilà, ça fait pas plaisir. Alors, il est originaire de Penn State.
de l'université. Donc, globalement, ça aide aussi. Il y a des connexions qui se font. Et donc, il était quand même proche de la Pennsylvanie, de Philadelphie. Voilà. Tout ce qu'on n'espère pas, c'est qu'il retrouve, sans parler de blessure, parce que je ne souhaite jamais la blessure d'un joueur, bien sûr, mais sans parler de blessure, on ne souhaite pas de réussir ses plus belles performances chez les Eagles, parce qu'effectivement, ça ferait mal. Et je pense que les Giants l'ont lâché du fait de son passif des blessures. Maintenant, je ne souhaite pas que ça lui arrive, mais je ne souhaite pas non plus qu'il soit le meilleur sur le terrain la saison prochaine. Après, vu le contrat qu'il a eu, on ne pouvait pas lui offrir. On sait qu'un running back à plus de 12 millions n'a jamais fait gagner un Super Bowl. Ça prend du cap space et voilà pour un poste qui est plus trop à la mode en ce moment. Toi, Jean, comment le départ de Saquon Barkley, mis à part le fait qu'il parte là-bas, comment tu vois le remplacer? Est-ce que on va dire qui a récupéré, mais moi je pense que c'est une bonne chose parce que justement à force de toutes les équipes le savaient et même nous en tant que non fans des Giants que c'était la principale arme offensive parce que Daniel Jones s'était blessé et même avant sa blessure c'était compliqué pour lui pour lancer des passes parce que les receveurs étaient pas forcément de qualité, du moins de mon point de vue. t'es dur, mais alors ok, mais excuse-moi, je te coupe. Dis-moi. Comment tu fais pour lancer quand t'as même pas une demi-seconde pour, Ah oui, non, pour faire aussi, des lectures? j'allais venir sur la ligne offensive, mais voilà, c'est encore plus, c'est un ensemble de choses qui font que le jeu était stéréotypé, ça passait que par Sequan ou Sequan, je sais plus exactement comment on dit, mais donc voilà et en plus par rapport à d'autres running backs, mais ça c'est aussi lié à la ligne, c'est qu'il a pas dépassé les milliards, donc il a pas non plus eu l'impact qu'a eu, par exemple, d'autres running back stars comme Derrick Henry ou même, il me semble que même Gus Edwards était à plus de milliards. Donc, et pour le coup, je trouve que avoir fait venir Devin Singletary, c'est une bonne chose, moi, je pense. Ouais, Alors, totalement. juste, Après, je peux me permettre, ouais, vas-y. je voulais rebondir et franchement, Jean, il est fait pour être avec nous. Hein. Je te le dis, il faut le dire, hein, il fait des articles super. Hein, je fais Ah, n'importe merci, quoi. c'est gentil. Il fait des articles super, efficaces et puis très informatifs et ça c'est génial. Mais en plus, il fait les lancements sans le faire exprès en donnant chez d'autres. J'allais parler de Devin Singletary et c'est lui qui en parle et effectivement. Mais je voulais rassurer justement les fans des Giants par rapport à ça parce qu'il y a sûrement certains qui nous écoutent, au-delà des auditeurs classiques, faut quand même... Il est un peu sous-évalué, Devin Singletary. On a l'impression que là, on a fait un choix par dépit ou par défaut vis-à-vis du bonhomme, en se disant ah oui, ils ont lâché Saquon, donc ils ont été récupérer les miettes qui sont à droite. À gauche, Singletary, l'année dernière, c'est 898 yards, donc on va dire 900. Bon, globalement, bien sûr, c'est pas passer les milliards comme on peut voir pour certains, mais c'est quand même bien. C'est 216 tentatives et 4 touchdowns. Alors oui, je répète bien, c'est pas la production des running back stars, mais dans l'optique tactique dans laquelle Joe Shen et Brian Daboll veulent utiliser le running back, ne pas tout miser sur un running back, avec Eric Gray et Tyrone Tracy Jr., qui est un excellent prospect. Je pense qu'à mon avis, et je l'espère, on en entendra parler durant cette saison, on a un comité de running back qui peut permettre de pouvoir faire avancer cette équipe et ne plus tout miser sur un seul joueur qui peut se blesser et dont tu as dit tout à l'heure, Yaya, à juste titre, sur le fait que la valeur des running backs a baissé et que maintenant on ne mise plus autant d'argent sur un joueur qui peut se blesser très rapidement. Totalement. Avec une NFL qui est de plus en plus portée par les airs et des quarterbacks qui sont mobiles, le running back est de moins en moins utilisé en tant que bulldozer, quoi. Saquon Barkley n'était pas un bulldozer, mais quand même était plus dans l'évitement, j'ai envie de dire, mais il n'était pas aidé par la ligne. Donc aujourd'hui dans une NFL,
avoir un running back qui fait tous les snaps, c'est un peu anachronique, j'ai envie de dire. Donc, on passe à quelque chose plutôt comité de coureurs. D'ailleurs, vous l'avez dit, Singletary qui arrive, plus de la ligne qui sont été cherchés, c'est quand même plutôt correct. En préparant l'émission, Jean, tu avais parlé aussi que tu voulais faire l'éloge d'un receveur parce que tu disais que les receveurs n'étaient pas au top. On a eu Jalen Hyatt, mais qui n'a pas pu s'exprimer puisque les quarterbacks n'avaient pas le temps de lancer la balle, et surtout que lui, avec sa vitesse, il visait plutôt les tracés verticaux. On rajoute Malik Nabers. Toi, tu m'as dit que tu étais fan. Alors, je t'écoute, je te lance dans la profondeur. Voilà. Non, mais alors moi, je suis un peu biaisé aussi parce que au-delà d'être fan de Mike Nabers, c'est surtout que pour le peu de college football que je regarde, c'est LSU qui me passionne. Donc forcément, dès qu'il y a un joueur d'LSU, ça me je suis beaucoup plus fan. T'es pas obligé de parler de LSU. Flav est pas là. Donc vas-y, t'es pas obligé de parler de Louisiane. C'est une petite dédicace à lui. Non, mais alors Très belle imitation. J'ai pu écrire 2 articles sur notre ami Malik Nabers, surtout basés sur des highlights que j'ai pu voir des différents camps. Il va clairement, ou du moins c'est la perception que j'ai, même s'il y a Allen Robinson qui arrive aussi pendant la free agency, pour moi ça sera, et dites-moi si je me trompe, lui le receveur numéro 1, parce que... On te confirme. Voilà, ça va, je ne me suis pas trompé. Ça sera lui le receveur numéro 1, et en plus je pense, en lui souhaitant quand même moins de blessures, qu'il puisse marcher dans les traces d'un ancien des Giants qui était aussi passé par LSU, bien sûr, OBJ, Odell Beckham Jr., qui était en son temps la star des Giants. C'était plus que la star, c'était tout le duo qui faisait avec Saint-Hilaire, c'était quelque chose, ouais. Non, mais donc voilà. Après, reste à savoir si justement, et ça on pourra le voir surtout au mois d'août, si justement, quelle alchimie il va avoir avec Daniel Jones. Comment est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce qu'il va plutôt être utilisé sur des tracés courts, sur des tracés longs, ou est-ce que les tracés seront variés? Comment est-ce que la défense aussi va se positionner sur lui? Parce que justement, comme ça va être l'arme numéro 1, est-ce qu'il n'y aura pas peut-être des doubles couvertures contre certaines équipes, peut-être. Donc à voir s'il va réussir à être trouvé. Mais en tout cas, il reste quand même sur sa dernière saison avec LSU, avec une moyenne de 120,7 yards par match. Ça lui a fait 1569 yards sur toute la saison, 89 réceptions et 14 touchdowns. Donc il se positionne vraiment, en tout cas en tant que leader parmi les receveurs. Et en plus, d'un côté esthétique, je pense qu'il sera capable de nous faire des réceptions plutôt assez spectaculaires. Donc moi, c'est vraiment quelqu'un qui a toute mon attention, en tout cas pour cette saison, et en qui j'ai beaucoup d'espoir, notamment pour aider Daniel Jones à relever les Giants. Oui, et puis on n'a pas parlé, mais effectivement, il y a Jalen Hyatt, ça peut lui permettre d'être un peu plus libre par les DB adverses, et Wendell Robinson, dont on n'a pas parlé, qui a fait une excellente saison en revenant de blessure des croisés, qui est plutôt un receveur de position. On a mon cher Bertrand, toi, Malik Nabers. Malik Nabers, pour moi, j'ai de grandes espérances. J'espère qu'effectivement, ce ne sera pas un bust comme on peut voir. Alors, on le voit plus sur les quarterbacks, en règle générale, les gros boss.
Mais sur les premières positions des receveurs, ils sont jamais non plus, si on prend un pourcentage, des grosses catastrophes. Quand ils sont pris dans les premiers tours, c'est qu'on commence à être sur des bonhommes qui font la différence très rapidement, même dans la ligue. Donc Malik Nabers, oui, Jean en a très bien parlé, je ne vais pas refaire tout le cursus. Évidemment, ça sera sa première année, donc attendre monts et merveilles d'un joueur qui vient d'université tout de suite avec une grosse production, non, il va falloir laisser un laps de temps pour s'habituer à des défenses NFL. On passe un cap quand même, mais là où je te rejoins, c'est qu'on va libérer un peu d'espace pour des joueurs comme Darius Slayton, qui lui sera encore là, hein, je pense, bon, même s'il y a une histoire de contrat à avoir dans la discussion, mais je pense qu'il sera encore là. Un Wandale Robinson, comme tu dis, pocket receveur très rapide qui va prendre les espaces et les tracés slant ou les curls pour pouvoir jouer entre les lignes des défenses. Et puis, on a vu encore, moi, je l'ai vu avec David Singletary qui vient de Buffalo auparavant et qui est un peu la connexion avec Dabble et Joe Shen qui venait de Buffalo. On est allé chercher un Isaiah McKenzie qui lui aussi est passé par Buffalo et qui, je me souviens, que j'aimais beaucoup parce qu'il rendait d'énormes services. Et puis, comme tu l'as dit, de la profondeur. Malik Nabers va jouer profondeur. Et c'est ce que ça va pas libérer aussi Jalil Nayat sur des hot routes, sur des jeux à un moment donné, où on va le lancer en profondeur. Daniel Jones pourra se tourner, au lieu de se tourner vers Nabers parce qu'il y aura une prise à deux, du fait de sa dangerosité ou de la peur de défense de le laisser seul. Jalil Nayat pourra se retrouver seul. Tout ce beau petit monde, entre guillemets, ils sont tributaires d'un seul homme, malheureusement, comme toujours, du meneur de jeu, de Daniel Jones. Et donc, tout va reposer sur ses performances. Et on croise des doigts qu'il ait retrouvé un semblant de bon niveau après toutes ces blessures au cou, au genou et surtout le manque de confiance qu'il a pu transmettre ou transparaître tout au long des saisons où il était là. Ouais. Moi, si je vous écoute par rapport à ça, aujourd'hui, on donne des armes à Daniel Jones. Le fait qu'il y ait des receveurs va permettre aussi à David Singletary d'avoir un peu plus d'espace avec une défense qui va pas pouvoir tout mettre dans la boîte. J'ai envie de dire, là, du coup, un peu moins de pression donc sur la ligne. On a renforcé la ligne. Un peu moins de pression puisqu'il y a des receveurs un peu plus forts. C'est un petit peu l'année ou jamais pour Daniel Jones, surtout qu'on sait que il y a des options sur son contrat. Son contrat est garanti jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que c'est pas l'année ou jamais? Moi, je pense que clairement, oui. En plus, ils ont recruté un nouveau quarterback là pendant la free agency. Il y a Drew Drew Lock Lock, qui arrive mais qui est un backup. qui est un backup. Mais justement, moi, c'était la question que je voulais vous poser. L'année dernière, il y a un moment où Geno Smith était blessé. Il a pris l'intérim. Est-ce que si on rentre dans des mauvaises performances pour Daniel Jones, est-ce que Drew Lock ne prendrait pas la place de starter pendant quelques semaines? Vas-y, Bertrand. Non, Alors, vas-y. Ouais, en soi, de toute façon, dès que Daniel Jones a été blessé, la franchise s'est tournée vers Tommy DeVito. Il y avait Tyrod Taylor à l'époque. Mais qui s'est blessé tout de suite. Tyrod Taylor s'est blessé tout de suite. C'est parce que tout de suite après, il rentre et il se blesse tout de suite, quoi. Donc dès son premier match de titulaire. Ouais, alors ensuite, en soi, quand il est revenu par la suite, il a eu quelques performances. Et j'ai trouvé d'ailleurs des performances, même avec un temps réduit dans sa poche, avec la ligne offensive, bien plus convaincantes que ce qu'avait pu faire un Daniel Jones ou un Tommy DeVito. Bon, c'est un autre débat. Mais en soi, de toute façon, c'était pas l'avenir. On savait très bien que Tyrod Taylor est un backup quarterback qui bouge de franchise en franchise, et c'était pas l'élément clé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu la fantaisie de Vito avec son côté italien qui a fait beaucoup parler, beaucoup de marketing par rapport à tout ça. Alors oui, il a montré certaines choses, mais bon, l'étincelle s'est vite éteinte très rapidement au bout de 4 matchs. C'était un peu pour amuser la galerie. Là, je dirais que Drew Lock, comme le dit Yaya, c'est un backup quarterback. Il va ne servir qu'à une chose, c'est si de nouveaux blessures,
voilà, bonhomme, tu prends l'intérim jusqu'à la fin de la saison en espérant en faire le moins de bêtises possible, donc pas nous faire gagner, peut-être pas nous faire gagner, mais pas nous faire perdre non plus trop violemment. C'est un peu ça. Et comme tu as très bien dit, c'est la dernière chance pour Daniel Jones. C'est son ultime chance là. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'au-delà de l'ultime chance, c'est qu'il nous refasse une étincelle d'une année et que malheureusement, ces blessures graves qu'il a eues, où il se remet encore à peine, elles ne soient pas rédhibitoires. Et je ne souhaiterais sûrement pas encore une année superbe, comme il a pu le faire en 2022. On lui redonne un contrat, puis on repart avec une galère avec lui. Voilà, je suis un peu Madame Irma, je ne sais pas ce que ça va devenir tout ça, mais moi, je repartirai sur un autre projet que Daniel Jones, à un moment donné. À ce point. Oui, Donc toi, tu crois plus en DJ? Ah non, je ne crois plus en DJ. Pas parce que je veux le pilonner ou parce que ça m'amuse de le faire. Je pourrais être, comment on va dire, trop optimiste, utopique, en disant oui, non, mais Daniel Jones va y arriver, c'est sûr. Allez, on repart comme en 40. Tout le monde va être beau, gentil et merveilleux. Aujourd'hui, non, j'y crois plus. Je trouve pas qu'il a de la sérénité. Je trouve pas non plus être dans les quarterbacks nouvelle génération que l'on voit et qui réussissent. J'ai l'impression qu'à l'époque où il a été pris, c'était l'époque d'Eve Kelterman, on a voulu refaire un Eli Manning bis. Non. Là-dessus, et on s'est planté. Voilà. Je suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. Très, très gestionnaire, comment on appelle ça, un quarterback très gestionnaire, mais qui n'a pas montré du tout la confiance suffisante, l'assurance suffisante dans les lancers. Et aujourd'hui, voilà. Alors, je répète bien, il n'est pas le seul fautif. Une ligne offensive défaillante, et donc peu de temps pour lancer, donc des receveurs qui ne pouvaient pas avoir des offrandes de Daniel Jones. Mais au-delà de ça, pas un quarterback qui sait se débrouiller pour... Il y en a eu d'autres, de quarterbacks qui ont eu des lignes offensives mauvaises et qui ont su faire un minimum quand même dans la ligue. Oui, mais c'est des premiers choix type Joe Burrow. Oui, alors après, il va y avoir l'épée de Damoclès, enfin le sacerdoce qui va être vite vu. Quand là, je ne sais pas si on a vu le planning qui attend les Giants, mais bon, on a un croisement avec la NFC Sud. Alors moi, je veux bien. Effectivement, il y a des équipes plus abordables, même si les Falcons, ça va être compliqué. Mais au-delà de ça, on a surtout un croisement avec la FC Nord. Et là, la FC Nord, je veux dire, c'est du même acabit que du Eagles ou du Cowboys. Ça va être, c'est l'épouvantail avant l'heure. Donc là, c'est sûr que Daniel Jones, il va être bien testé sur les prochaines semaines qui sont à venir. Alors moi, je trouve que tu as été dur. Daniel Jones, il a été pris pour une chose, c'est parce que c'était un quarterback mobile. Donc c'est pour ça qu'il a été pris par Gettleman à l'époque. Tu vois. Et pour moi, c'est relatif, mobile. Bon. Bah, c'est-à-dire qu'il courait, quoi. Et il a marqué des touchdowns au début de son... Mais il a perdu la mobilité parce qu'il a perdu son genou. Après, au niveau équilibre, on peut revoir l'image, mais à l'époque où il est prêt il s'écroule sur les 15 derniers yards avant d'aller marquer face aux Eagles. Bon, on va pas résumer sa carrière à ça, mais enfin, je trouve qu'il n'a pas non plus montré... sauf qu'il fait une percée, il fait quand même une percée de 60 yards. Ok, il lui manque les 15 derniers. Mais voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis. Après une course comme ça, c'est normal. Enfin, voilà. C'est pas Justin Fields. Oui, même si on pourrait redire aussi sur Justin Fields à l'heure actuelle, puisque bon, mais bon, c'est un autre débat, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce qui me manque, c'est cette générationnel, ce quarterback générationnel qui est un élément sur lequel on peut se dire ah oui, c'est comme on peut voir les fantaisies de Patrick Mahomes ou alors vous allez me dire il y en a pas 50 des super quarterbacks qui sortent ou un CJ Stroud, mais c'est ça qui manque, je le trouve, trop lisse, trop sage et pas assez d'assurance dans le jeu. Ça, ouais, mais sauf que tu mets Patrick Mahomes dans cet effectif. Je suis pas sûr que ce soit le Patrick Mahomes, on n'entend pas parler. Ouais, je suis pas certain non plus. Tu vois, c'est un débat qu'on pourra avoir éternellement parce que je pense qu'à un moment donné, il y a le talent intrinsèque du joueur, mais vraiment le talent intrinsèque qui fait que voilà, tu peux t'en sortir. Ouais, mais il faut que tu aies une ligne, il faut que tu aies un coaching staff.
il a eu combien d'offensive coordinator depuis qu'il est là? Il a eu combien de coachs? Tu vois, je trouve qu'on lui tombe dessus un peu trop facilement. Alors en plus, on lui jette au visage un gros contrat qui aujourd'hui n'est même pas dans le top 15. À l'époque, il était, mais maintenant, il n'est même pas dans le top 15. Moi, je suis désolé. N'importe qui aujourd'hui va pas aller voir son patron en disant ben non, je veux pas plus, quoi. Donc, il a des agents qui ont extrêmement bien négocié pour lui. Joe Shane était obligé de suivre. Il a hérité d'un quarterback dont il a vu quelque chose, parce qu'il a fait une saison où il a quand même été en playoff. Il a gagné il a passé un tour en playoff. Il a gagné son contrat, quoi. Ah oui, non mais alors après, je veux être d'accord avec toi là-dessus. Et c'est pour ça que le débat, on va pas le faire durer éternellement parce qu'on pourrait en rester dessus pendant des heures. Et c'est ça qui est l'intérêt aussi. Hein. Les auditeurs nous excuseront. Mais c'est sûr et certain que je comprends ton point de vue. Mais maintenant, sur le fait, oui, il a gagné son contrat, il ne l'a pas volé, il a eu, comme tu as dit, il a de très bons agents. Maintenant, est-ce que c'est le joueur d'avenir pour la franchise? C'est autre chose, puisque là, on mise tous sur cette année. Le bonhomme mise tout sur cette année, avec l'histoire du passif de blessure, avec comment il peut être, avec justement tout le monde qui lui tombe dessus. On mise tout là-dessus. On ne peut pas dire qu'on parte sereinement à ce poste-là cette année en se disant bon, bah voilà, on est en place, on sait quand même qu'un minima, il peut faire les choses bien. Même déjà là, on est au camp. Et on se pose la question, est-ce qu'il est encore à 100%? Il revient. Les croisés, c'est compliqué. C'est une blessure difficile de revenir pour n'importe quel joueur et encore plus des quarterbacks. Voilà, donc c'est toute cette incertitude. Et c'est pour ça que je ne vois pas un avenir avec ce joueur-là, malheureusement. Et j'espère me tromper. Et j'espère qu'il me fera taire et qu'il, entre guillemets, me fera tromper par rapport à tout ça. Moi, j'ai confiance dans le front office. Donc, Joe Shane qui lui a fait un contrat et Brian Daboll qui a dit OK, parce que c'est un vrai binôme. Toi, par rapport à ça, Jean, qu'est-ce que tu penses de notre votre opinion des choses? De notre débat houleux entre Giants dinosaures. Non, après moi, d'un point de vue extérieur, je pense que si les Giants, ils viennent de lui offrir un contrat, ils viennent de le renouveler jusqu'en 2027, il me semble. Non, jusqu'à la fin de la saison. Le contrat, c'était un contrat de 2 ans garanti. Okay. Et il y a 2 ans qui ne sont pas garantis. D'accord, ok, parce que moi j'avais vu jusqu'en 2026, j'avais vu. Ok. Ils peuvent ne pas garantir le contrat, c'est ça. Ils peuvent. Ok. Non, mais donc voilà, s'il n'est pas garanti, c'est aussi que bah, du coup ils émettent des réserves sur lui en fait, et que tout simplement, bah ils avaient peut-être une vision à la base avec lui, et puis bah ils lui laissent une dernière chance en lui disant bah voilà, nous on propose quelque chose, mais on t'aura la suite que si tu performes, et c'est aussi une manière de savoir son vrai niveau. Est-ce que dos au mur, est-ce que sous pression, il va réussir à mieux faire? Est-ce qu'avec un effectif aussi meilleur, notamment sur la ligne offensive, est-ce qu'il va réussir à mieux faire aussi? C'est tout l'enjeu, et je pense que ce qui sera très important de manière globale pour les Giants cette saison, ce sera d'abord la double confrontation contre les Commanders. Parce que ça sera le sujet d'un autre épisode, mais ils ont fait un très très bon recrutement aussi, donc à voir si les Giants finiront pas mine de rien dernier de la division, ce qui serait encore pire que la saison d'avant. Et puis après, essayer de pourquoi pas aller embêter les autres équipes de la division, et les autres confrontations qu'ils auront. N'est pas à l'abri de quelques matchs surprises avec un field goal à la dernière minute, un long lancé avec Malik Nabers par exemple, qui permet d'obtenir une première tentative à un moment où on lui a intérêt. Voilà, je pense que ça va beaucoup jouer dans la tête pour lui. Et en fin de compte, on n'aura que la vérité pendant la saison, mais je pense que pour revenir à la question principale et à votre débat, c'est pour moi sa dernière chance. Ouais. Ça change. Je me permets juste de rajouter l'intersaison.
au moment de la draft qui n'a pas été bon non plus, puisque les Giants, et ça c'est une notoriété publique, ont quand même essayé, ont juste regardé, ils ont juste porté de l'intérêt en disant si on monte à la draft pour aller chercher un quarterback, pourquoi pas. Voilà, je veux dire, c'est pas des signaux avant-coureurs qui sont plaisants, même pour ce joueur-là, en se disant, alors c'est normal, c'est une franchise, c'est un business, ils assurent leurs arrières, mais déjà quand on se dit, bon bah, allez, on a quand même confiance en toi, voilà, on n'envoie pas des signaux comme ça derrière par rapport à la draft où on peut prendre un quarterback. Chose qu'ils n'ont pas faite, mais les signaux étaient là. Et puis, dernière chose, je réponds juste je rajoute juste par rapport à Jean, il y a aussi, oui, les matchs contre les Commanders, mais le match essentiel, quand on regarde tout le planning, et pour déjà se donner comment on appelle ça, de l'optimisme, de la confiance, c'est le premier match face aux Vikings. Ça, c'est le match le plus important, déjà, pour commencer, parce qu'on aura une équipe avec un quarterback qui démarre rookie, J.J. McCarthy, qui n'est pas encore au point, et ça sera le bon moment pour les prendre. Après, le reste, bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des croisements qui font que ça va être compliqué, mais c'est déjà le premier match essentiel. Ouais, complètement. Avant de conclure ce podcast, moi j'avais une question par rapport à tout ce qu'on a vu. On a parlé beaucoup de mouvements, du contrat de Daniel Jones en filigrane, de comment le mettre en valeur. Est-ce que c'est pas le duo Joe Shane, Brian Daboll qui va être un peu sur la sellette, qui va être un peu scruté cette saison parce que donc ils sont arrivés, tu l'as dit, ils ont hérité de situations du régime précédent. Ils ont réussi à bricoler quelque chose. L'année suivante, retour en arrière. Là maintenant, faut passer la seconde, quoi. Je vais laisser la parole à Jean. J'ai beaucoup parlé. Vas-y, bois un coup. Décidément, j'ai tous les honneurs. Non, mais c'est après, je pense que alors après c'est le sport qui veut ça aussi et notamment les franchises parce qu'il y a tout un business derrière. Mais moi, je suis très admiratif, par exemple, de Pittsburgh qui garde Mike Tomlin depuis longtemps. Ou même des runs qu'il y a pu y avoir avec, alors c'était dans d'autres mesures parce qu'il y avait Tom Brady, mais de Bill Belichick ou même de ce qui se passe à Kansas City avec Andy Reid. Moi, j'aime bien laisser du temps aux stars de mettre les choses en place, de faire leur choix et de pas toujours devoir se calquer sur les choix qui ont été faits avant. Et je pense que même au-delà de ça, je pense que pour les joueurs et pour construire un projet solide, s'ils ont vocation à garder, et c'est sans doute le cas, Malik Nabers un maximum de temps possible, s'il s'avère que finalement Daniel Jones prolonge les années qui lui sont pas encore garanties, il faudra un coaching staff qui soit là dans la durée et pas une espèce d'instabilité à ce niveau-là. Je sais plus c'était lequel de vous deux qui le disait tout à l'heure, mais peut-être que Daniel Jones, il a aussi souffert justement c'était toi Yaya, de cette manque de stabilité au niveau des coordinateurs. Donc je pense que pour redonner confiance à une franchise, il faut justement donner de la confiance au coaching staff qui derrière la retransmettra aux joueurs et justement garder une espèce de stabilité, même si ça doit passer par 3 ou 4 ans qui sont mauvais. Mais en tout cas, personnellement, je suis plus fan de donner de la continuité, de faire confiance aux gens qu'on a plutôt que de jouer aux chaises musicales. Ok, mais tu sais que on est à New York et la pression là-bas est tellement, c'est vrai aussi, tellement forte. Mais c'est pas pour rire, c'est-à-dire que le New York Post, ouais, c'est un gros marché. C'est on peut en parler pour la deuxième équipe de New York, les Jets, qui souffrent continuellement de ça. Donc, ouais. je passe le bonjour à Jaco d'Airy All Glove, qui est fan de cette petite équipe. Bertrand ? Oui, bah, moi, ça rejoint un peu ce qu'a dit Jean. Simplement, je vais juste dire, dans mon monde idyllique, utopique, idéal, ça serait que, effectivement, tout le monde soit gardé, parce que moi aussi, je pars du principe que la stabilité permettra d'évoluer et de faire évoluer cette équipe dans le bon sens. Tu l'as bien dit, on est à New York, les enjeux sont tout autres, il y a une pression médiatique qui est toujours imposante, pesante, importante. Le public new-yorkais peut très bien, on peut le voir au Garden, peut très bien porter son équipe et franchement faire une ambiance comme on n'en a jamais vu
nulle part, mais à l'inverse peut être aussi très destructrice de ses joueurs, et puis au final, voilà, on repartir sur des années très compliquées. Maintenant, si on prend au-delà de l'idéal, le fond uniquement, je pense que, je ne l'espère pas, mais Joshen sauvera ses fesses parce que globalement, lui, c'est le general manager sur des choix. On pourra lui dire, a priori, bon, bah, les choix, malheureusement, ils avaient du talent, mais ils sont pas imbriqués comme il fallait. J'ai plus peur pour Brian Daboll. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il a déclaré vouloir, enfin, en tout cas, c'est ce qui a un peu fuité, vouloir reprendre les rênes du play call offensif par rapport à Mike Kafka. Donc, c'est lui qui avait appelé les jeux. Donc, entre guillemets, on pourra pas se cacher derrière en disant oui, mais c'est l'autre qui a choisi. Là, c'est lui qui va choisir. Et malheureusement, c'est surtout, s'il finit 9-8, 8-9, bon, ça va encore passer. Si on repart sur du 6-11, une chose comme ça, même 5, même 7, je pense que là, il va laisser sa tête. C'est vraiment ce qu'il va apporter en termes de stabilité, d'organisation, et s'il arrive à faire enfin tourner cette équipe qui va montrer un autre visage, on pourra dire « Ah, elle n'a pas eu de chance, d'accord, elle est tombée sur des gros, mais elle a montré quelque chose. » Par contre, si elle est tombée sur des gros et elle n'a rien montré, là, je pense qu'il va sauter. Ok. Ce sera le mot de la fin. Vous avez autre chose à rajouter, messieurs ? Non, parfait. Écoute, ça fait 13 ans de purgatoire, on l'a dit en off avant l'émission, hein, Yaya. Ça serait bien de ne pas aller sur une 14e année, globalement. Je souhaite que le meilleur, dans tout hein, que ce soit chez Daniel Jones, les autres joueurs, voilà. Et puis retrouver un semblant de sérénité. Et enfin, pour terminer, retrouver une ligne offensive, la base de toute réussite d'une franchise. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Allez, comme d'habitude, j'ai les consignes de Flav. Alors, Flav, le roi du fumble, qui nous a laissé quelques petites consignes quand même. C'est de parler de la D1 Elite. La D1 Elite qui a presque donné son verdict ce week-end avec les demi-finales du casque de diamant. Le casque de diamant qui ne sera pas ce week-end, mais la semaine d'après, donc le 29 juin au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Donc c'est les Flash de la Courneuve qui ont disposé des Léopards de Rouen. Ils ont gagné 42-7. Et donc vont se retrouver en finale donc, du casque de diamant du championnat, donc pour le casque de diamant, face aux Black Panthers de Thonon-les-Bains, donc qui ont disposé des Blue Stars de Marseille. Donc, si vous êtes dans les parages, si vous n'êtes pas donc à Paris pour aller voir les Mousquetaires, mais que vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas à aller voir le casque de diamant à Perpignan. Donc, on sait qu'il y a pas mal de monde qui sera. Je crois qu'il y aura notre copain Nathieu qui sera là-bas et ce sera un show à ne pas manquer. Toi, Jean, tu seras plutôt du côté des Mousquetaires ? Ouais, je serai plutôt à Jean-Bois, ouais. Ouais, ok. Bah oui, parce que toi, t'es plus dans le nord de la France. Ok, toi, t'as suivi un peu l'AD1 Elite ? Alors moi, j'allais beaucoup voir les Blue Stars l'année dernière. Ouais. Et là, j'ai vu que cette saison, ils avaient encore fait une superbe partie de saison avant les playoffs, une super saison régulière. Et sinon, je me suis retrouvé à aller voir le duel francilien entre le Flash et les Molosses, qui malheureusement ont encore loupé les playoffs. Ouais. Mais non, franchement, il y a après, ça se voit au niveau de nos mousquetaires aussi. Beaucoup de joueurs, quasiment tous, sont passés par l'AD1 Elite, donc Ouais. c'est un championnat qui regorge de talents, et notamment pour, pour le LF, que ce soit Paris ou les autres franchises, hein. D'ailleurs, on arrive à plutôt bien s'exporter, les Français, donc c'est toujours intéressant de pouvoir voir qui seront les futurs leaders de demain et les futurs porte-drapeaux de ce beau sport qu'est le football américain. Ouais, complètement. Et on en profite. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Nos amis des Paris Musketeers, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les Musketeers. Flav sera de retour la semaine prochaine aux commandes. Messieurs,
Jean, ça fut très bien pour une première, ma foi. Bah, merci beaucoup. Tu n'es pas, C'est ma première saison. tu n'es pas tombé dans les pièges que les vieux briscards t'ont tendus. Bertrand, merci de ton expertise sur cette belle franchise et merci d'avoir parlé avec ton cœur de notre équipe. Et Jean, ben merci. Et on se retrouve très vite donc sur les antennes de Free Agent. Donc n'hésitez pas à liker, à parler du podcast également. Et c'est comme ça, on se voit tous très vite. Donc, à très vite sur les antennes de The Free Agent. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc, toujours la WNBA. On suit le championnat de baseball également. Et du côté de la NBA, va y avoir des podcasts sur la draft, sur la off-season et des choses pendant l'été. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à tous les auditeurs, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée et une bonne journée si vous nous écoutez en journée. Et on vous dit à très vite. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.